Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une histoire fascinante qui va vous captiver du début à la fin. Vous êtes prêts pour une aventure qui va allier mystère, suspense et émotion forte? Alors, restez bien avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Allez, c'est parti, embarquez dans l'univers de cette histoire. Cette histoire tragique s'est déroulée en 2020. Le corps de Marilyn Levesque, une jeune femme de 22 ans, a été retrouvé, mutilée par plusieurs blessures. Sa mort a choqué la communauté, et un grand cri public s'est élevé, exigeant des explications sur la manière dont un tel événement a pu se produire au Canada. Marilyn Levesque, née le 13 avril 1997, était issue d'une famille composée de sa mère, Karine Levesque, et de son père, François Goulet, qui se sont séparés peu après sa naissance. Les gens qui l'ont connue la décrivent comme étant une personne agréable, optimiste et toujours souriante. Originaire de Chicoutimi, Marilyn a grandi partiellement avec sa mère et a souvent été en contact avec sa famille. Chicoutimi est une ville de la province de Québec, l'une des 3 municipalités principales de la région. Marilyn a quitté sa ville d'origine à 17 ans et est retournée à Chicoutimi après une séparation avec son partenaire. Elle a continué à alterner entre les deux villes, se rendant à la capitale quelques jours par semaine pour son travail. Comme elle n'avait pas encore de permis de conduire, elle utilisait le bus ou les services de covoiturage pour se déplacer. Au début de 2020, Marilyn vivait avec sa nouvelle amie, Gabrielle Truchon, dans le quartier de Chicoutimi, situé à environ 200 km de Québec. Selon Gabrielle, Marilyn rêvait d'une vie stable et souhaitait se lancer dans le domaine de l'architecture. Mais le 22 janvier 2020, tout a basculé. Ce jour-là, Marilyn s'était rendue à Québec pour son travail, laissant Gabrielle à Chicoutimi. Le matin du 22 janvier, Gabrielle a commencé à s'inquiéter lorsqu'elle n'a pas pu joindre Marilyn. Après plusieurs appels sans réponse, Gabrielle a contacté les collègues de Marilyn, mais personne n'avait vu ou entendu parler d'elle. C'est alors qu'elle a reçu un appel d'un policier qui lui annonçait la terrible nouvelle: Marilyn avait été retrouvée morte. Les experts en médecine légale ont confirmé que la jeune femme avait subi plusieurs blessures, au nombre de plus de 50 sur son corps. Cela a mis la communauté en alerte et a ouvert une enquête pour tenter de comprendre ce qui avait pu arriver à Marilyn. L'histoire de Marilyn prend une tournure tragique bien plus tôt dans le temps. En 2003, une autre histoire commence à tisser les événements qui mèneront à la tragédie de 2020. En 1997, Chantal Deschênes, une vendeuse dans un hôtel au Québec, rencontre Eustachio Gall, un homme de 36 ans qui travaille également à l'hôtel. Ils entament rapidement une relation amoureuse. À cette époque, Chantal était mère de 2 filles, âgées de 10 et 6 ans, et Eustachio était marié à Joanne Lafrance, avec qui il avait 3 enfants. Bien que leur relation ait commencé avec une certaine harmonie, des tensions se sont rapidement installées. Eustachio était un homme jaloux, et les disputes violentes sont devenues fréquentes, y compris des incidents où il a cassé des murs sous le coup de la colère. Un jour, lors d'un voyage à Ottawa, il attaque sa femme et est arrêté, passant 7 jours en prison. Malgré les tensions et les violences verbales, Joanne Lafrance a déclaré qu'elle ne le craignait pas et le décrivait comme un bon père. En dépit de ces incidents, Eustachio quitte sa femme et ses enfants pour vivre avec Chantal. Leur relation, bien que solide au début, a rapidement commencé à se détériorer. Eustachio travaillait plus de 60 heures par semaine, et les tensions entre lui et Chantal sont devenues de plus en plus présentes. Plusieurs témoins ont mentionné que leurs disputes étaient souvent liées à des jalousies et des conflits personnels. Le 21 octobre 2004, la situation atteint son paroxysme. Après une nuit à l'hôtel, Eustachio et Chantal retournent chez eux. Les 2 filles de Chantal étaient encore à l'école. La sœur de Chantal, Joanne Yéon, apprend qu'une violente dispute a éclaté entre eux. Le matin, avant de quitter la maison pour l'école, les filles vont dire au revoir à leur mère, mais ce fut la dernière fois qu'elles la virent vivante. À 1h29 du matin, Eustachio se rend chez son ex-femme, Joanne Lafrance, pour déposer des économies. Puis, il appelle la police et déclare qu'il a tué Chantal. À 1h39, les policiers arrivent à la maison de Joanne, où Eustachio confirme sa confession sans résistance. La police se rend ensuite chez Chantal et trouve son corps, sans vie, dans sa chambre. À côté d'elle, ils découvrent 2 couteaux ensanglantés, dont un à la poignée brisée. L'autopsie révèle que la cause de sa mort est due à plusieurs blessures à la tête. En 2006, Eustachio Gall est reconnu coupable de meurtre au 2e degré.
Il a admis que son acte avait été motivé par le fait que Chantal voulait le quitter. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 15 ans. Cependant, en mars 2019, après avoir purgé une partie de sa peine, le Bureau de libération conditionnelle conclut que le risque qu'il récidive est faible et décide de le libérer. L'officier de parole a développé une stratégie qui a limité le nombre de contacts que Gallès pouvait avoir avec les femmes. Il lui a été permis de visiter un salon de massage érotique une fois par mois pour satisfaire ses besoins sexuels, mais il lui était interdit de s'engager dans des relations romantiques. De plus, un couvre-feu lui avait été imposé entre 22h et 8h, à moins qu'il ne participe à une réunion des alcooliques anonymes. Cependant, la surveillance était insuffisante, et Gallès a commencé à fréquenter le salon de massage plusieurs fois par semaine, bien au-delà de la limite autorisée. Après sa libération en mars 2019, il a rencontré Marilyn Levesque, une jeune femme de 22 ans qui travaillait au salon. Les proches de Marilyn étaient au courant qu'elle gagnait sa vie en fournissant des services intimes, mais elle ne leur en parlait pas directement, souvent en mentionnant cela de manière légère, presque comme une plaisanterie. Ceux qui étaient proches d'elle la décrivaient comme une personne sensible. Bien qu'elle ait montré des signes de vouloir quitter ce milieu, elle n'avait pas d'autre choix, car le travail était bien rémunéré et offrait un confort que les petits boulots traditionnels ne pouvaient pas lui procurer. L'enfance de Marilyn avait été difficile, et elle avait été placée plusieurs fois en maison de soins. Ses amis et son petit ami savaient exactement ce qu'elle faisait, mais il n'y avait pas de véritables inquiétudes à ce sujet, étant donné que Marilyn travaillait à Québec, à 100 km de leur domicile. Pendant ce temps, Gallès, qui n'était pratiquement pas surveillé, continuait à fréquenter régulièrement le salon de massage. Bien qu'il ait donné l'impression d'être un homme réformé, sa nature violente était toujours présente. À plusieurs reprises, il avait été interdit d'accéder à ces établissements pour avoir agressé des employés féminins. Ces incidents avaient fait en sorte que les autorités l'avaient exclu des salons de massage, sous peine d'être renvoyé en prison. Pourtant, l'histoire a pris une nouvelle tournure lorsque Gallès a offert 1 300 $ canadiens à Marilyn pour une rencontre en dehors du cadre du salon. Elle a accepté, et c'était leur première rencontre en dehors de ce contexte. Tout semblait s'être bien passé au début. Gallès, très attaché à Marilyn, lui confia qu'il avait pleuré pendant 15 ans la perte de sa femme, sans toutefois préciser qu'il avait lui-même causé sa mort. Mais, au fil du temps, Gallès a commencé à ressentir de la jalousie et de l'anxiété face à l'éloignement de Marilyn. Il s'est senti rejeté, ce qui a exacerbé ses sentiments. Il a alors fixé un autre rendez-vous pour le 22 janvier 2020, offrant cette fois 2 000 $ à Marilyn. Bien que celle-ci ait initialement refusé, elle a finalement accepté sous la pression de l'argent. Le matin du 22 janvier, après avoir dîné ensemble dans un restaurant de l'hôtel, Gallès et Marilyn sont allés dans une chambre. À 11h35, Gallès s'est rendu à la police pour avouer le meurtre de Marilyn. La police est immédiatement intervenue et a retrouvé le corps de la jeune femme dans la chambre. L'autopsie a révélé 57 blessures infligées à Marilyn, toutes causées par des coups de poing. Gallès avait pris environ 2 heures après le meurtre pour se rendre à la police. Il avait éliminé l'arme du crime et le téléphone de Marilyn avant de se rendre de lui-même. La société a été choquée par le passé criminel de Gallès et la résonance de ce nouveau meurtre, provoquant un immense cri de colère et des demandes de compte de la part des autorités. Le secrétaire de la Sécurité publique, Bill Blair, a exprimé ses condoléances à la famille de Marilyn, affirmant que la mort de la jeune femme aurait pu être évitée. Le ministre de la Justice, Sonia Labelle, a soulevé des questions sur la manière dont un criminel violent comme Gallès avait été autorisé à recevoir la libération conditionnelle. Elle a aussi remis en question la capacité des policiers à évaluer les risques pour la sécurité publique, ce qui a conduit à une enquête plus approfondie sur le bureau de parole. Cette commission a révélé des lacunes dans la gestion de l'affaire et dans la supervision de l'offendant. Le chef du service correctionnel du Canada a exprimé son désarroi face à la mort de Marilyn et a promis que des mesures importantes seraient prises pour éviter de tels incidents à l'avenir. Malgré les critiques publiques, aucune sanction sérieuse n'a été prise contre les responsables de la supervision de Gallès. Quelques employés du bureau de parole ont été transférés, et d'autres envoyés en formation, mais la douleur des proches de Marilyn est restée. La famille de Marilyn a reçu une compensation du gouvernement dans le cadre d'un règlement, bien que les détails de l'accord soient restés confidentiels. Gallès, initialement accusé de meurtre au 2e degré, a vu sa charge requalifiée en meurtre au 1er degré après que l'on ait découvert qu'il avait planifié le crime et acheté le couteau en avance. Il a avoué avoir prémédité le meurtre et a expliqué que sa jalousie envers Marilyn était le moteur principal de son acte. Le 27 février 2020,
Eustachio Galèze, âgé de 51 ans, a été condamné à la réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. La famille de Marilyn et la communauté se sont retrouvés à se demander si Galèze, même à l'âge de 76 ans, serait un jour libéré, malgré la gravité de son crime. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Impressionnant, non? Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Votre présence et votre soutien signifient beaucoup. Si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. N'hésitez pas à partager vos pensées ou questions en commentaire, on aime toujours échanger avec vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous et à la prochaine.